Bon, salut mes stars, une petite vidéo qui va nous permettre de mieux comprendre en fait les difficultés auxquelles les États nouvellement indépendants doivent faire face d'un point de vue économique. Alors ici, nous allons principalement nous intéresser à cette notion de néocolonialisme et d'essayer d'en définir la notion et de comprendre en fait comment ça fonctionne. Alors concernant ce mot, il apparaît dans les années 50-60, cité une des premières fois en 1956 par Jean-Paul Sartre, qui est un intellectuel français engagé, mais également en 60-65, il est approfondi par différentes réflexions et écrits de Kwame Nkrumah, qui a été le premier président du Ghana. Donc, en fait, le néocolonialisme, c'est quoi? Alors, le néocolonialisme, en fait, c'est finalement le fait de maintenir une mise sous tutelle des territoires colonisés après leur indépendance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'indépendance politique a permis effectivement de couper les ponts, et notamment les ponts de la soumission des pays colonisés vis-à-vis des métropoles. Euh, le néocolonialisme serait en fait une adaptation économique au modèle de la décolonisation. Alors, ce serait en gros une colonisation indirecte, comme il est précisé dans votre manuel, dans la définition de la notion qui est donnée. Alors, pour certains, en fait, ce serait finalement le maintien d'une dépendance coloniale en matière économique sans avoir à supporter les coûts d'une colonisation des territoires. Coût humain, ça mobilisait quand même du personnel qui était envoyé sur place, et puis surtout coût en infrastructure. Alors, cette vision, elle est quand même un petit peu pas mal contestable dans la mesure où on sait que l'essentiel des infrastructures qui ont été construites pendant la période coloniale dans les territoires colonisés ont été surtout construites par la mobilisation de la main-d'œuvre, mais pas seulement, hein, des territoires colonisés. En fait, se sont développés, le développement économique des territoires colonisés, il a d'abord reposé sur les populations colonisées. Donc, retenons simplement que le néocolonialisme, ce serait l'adaptation du modèle, du modèle colonial de domination en matière économique en s'étant affranchi des liens de dépendance politique. Ok, comment néocolonialisme se manifeste? Alors là, j'ai mis deux petites courbes, deux petits schémas hein, pour essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Ce qu'on va en retenir globalement, c'est que les prix des produits manufacturés ou industriels, qui sont essentiellement le fait des pays développés, donc des anciennes métropoles, ces prix augmentent d'une manière continue et relativement forte, alors que les prix des matières premières agricoles ou minérales, eux, restent dans une tendance à la baisse ou à la stagnation. Ce qui fait que y a un différentiel entre ce qu'on vend, dont le prix reste relativement faible, et ce dont on a besoin d'acheter, dont les prix, eux, augmentent fortement. Alors, ici, ce petit schéma, il est quand même relativement intéressant parce qu'il permet de mieux comprendre comment se structure cette domination économique. Alors, c'est un schéma en fait, de la production manufacturée mondiale. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement, jusqu'aux années 1820-1850, c'est-à-dire le moment où l'Europe en particulier va connaître l'explosion industrielle de la révolution industrielle, on s'aperçoit qu'avant cette période,
les produits manufacturés, 75% des produits manufacturés venaient de ce qu'on appelle, à ce moment-là, de ce qu'on appelle maintenant les pays en voie de développement et qu'on appelait précédemment les pays du tiers-monde. L'inversion des courbes, elle a lieu dans ces années-là. La révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle provoque? Une explosion de l'industrialisé dans les pays industrialisés, une explosion de la production manufacturière dans les pays industrialisés, et parallèlement, on s'aperçoit que dans les pays du tiers-monde, la production manufacturière, elle, chute considérablement. Et c'est pour ça que certains mettent en avant le fait que la colonisation, puisque la colonisation elle va réellement commencer dans les années 1850-1870, hein, c'est là qu'on a la période vraiment d'expansion des empires coloniaux, la colonisation aurait provoqué une sous-industrialisation des pays du tiers-monde, sous-industrialisation effectivement qui va être à l'origine de cette inégalité des termes de l'échange. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la colonisation, le processus d'industrialisation des pays du tiers-monde s'arrête, tout simplement parce que dans le modèle colonial, ces pays sont essentiellement des territoires fournisseurs de matières premières et uniquement de matières premières, et qu'il n'est pas question de développer un tissu industriel dans ces régions-là, parce que ce tissu industriel pourrait, à terme, devenir un secteur concurrent pour les industries des pays développés. Et donc il y aurait une sous-industrialisation qui aurait été volontairement maintenue lors de la période coloniale. Alors maintenant, hop là on est allé un peu loin, on va revenir ici, voilà, c'est les inconvénients du direct. Comment ce système, en fait, s'installe dans les années 50-70. Alors, on l'a déjà observé, un certain nombre de matières premières, le prix de ces matières premières diminue. On le voit ici avec la tendance des prix du coton à partir des années 80. Alors, ce qui explique, comment on peut expliquer cette chute des prix, il faut être clair, les marchés sont quand même tenus en main par les pays les plus riches, les pays développés, les anciens pays colonisateurs. Deuxième élément qu'on peut voir apparaître ici sur ce schéma de la production de cacao, les économies, mais c'est lié à ce que j'ai dit précédemment, les économies des pays nouvellement indépendants, elles reposent essentiellement souvent sur une mono-exportation. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on vous parle du cacao, mais dans d'autres États d'Afrique, même si ce n'est pas les plus gros producteurs de coton, on peut penser par exemple au Mali, la mono-exportation, ça va être en particulier le coton. Il suffit tout simplement que le cours de ces matières premières sur les marchés mondiaux baisse pour que les revenus de ces États baissent également. Alors, deux origines peuvent être identifiées à ces cours relativement faibles. D'abord, c'est par exemple dans l'exemple du coton, l'apparition de nouvelles techniques, et notamment de nouvelles fibres, les fibres synthétiques, dont la fabrication n'est pas maîtrisée par les pays du tiers-monde, mais ça peut être aussi des pratiques de subvention, qu'on apparente donc à du protectionnisme, qui sont conduites par les pays développés et qui visent en fait à maintenir les prix de la production artificiellement bas, de manière à ce que les subventions qu'ils vont pouvoir verser à leurs producteurs locaux, eux, nationaux, leur garantissent un revenu, je dirais, suffisant et important. Bien, alors, à partir de là, un petit travail de mémorisation, donc 4 questions, vous les avez de toute façon un petit peu plus bas sur le site, définir la notion de néocolonialisme, comment se manifeste l'inégalité des termes des échanges pour les pays du tiers-monde,
identifier deux facteurs qui agissent dans le processus de la dépendance économique. Puis ensuite, vous irez à la page 74 de votre manuel et puis vous listerez quelques difficultés internes auxquelles doivent faire face ces pays nouvellement indépendants, difficultés qui vont aggraver, bien sûr, leur fragilité économique. Salut!